Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun. Et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule ce jour le tapis rouge au docteur Philippe Néri Couton-Nillon, spécialiste des finances publiques au Burkina Faso. Il est actuellement conseiller à la Cour des comptes de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il est également écrivain, enseignant à l'université Ouaga 2. Je pense qu'il va surtout vouloir qu'on mette l'accent sur les volets enseignants, volets écrivains également. Docteur Nillon, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info Télévision. Comment vous allez, côté santé, vous et votre famille? Grâce à Dieu, tout va bien. Je dis merci au Seigneur pour cela. Merci au Seigneur. Vous êtes évangéliste. Quand j'ai parcouru tout à l'heure votre CV, vous êtes beaucoup croyant. Je suis croyant comme la majorité des Burkinabés. Que représente la prière pour vous au quotidien? La prière pour moi au quotidien, c'est la nourriture de l'âme. C'est cette prière qui nous permet de pouvoir rester intègre, de pouvoir rester intact, de pouvoir rester simplement humain. Un humain qui obéit aux principes, un humain qui obéit aux règles, un humain qui craint son Dieu. Est-ce que vous pensez que cette crainte de Dieu suffit quand on voit que beaucoup volent et puis vont dans les églises et les mosquées pour prier Dieu pour qu'on leur pardonne? À chacun sa croix. Je crois que quand on parle de religion, c'est d'abord personnel. Quand on parle de pratique dans la société, c'est d'abord personnel. Voilà, donc maintenant, la dimension spirituelle est également personnelle. Donc, chacun se donne un idéal de vie. Chacun se donne sa manière de comprendre la religion et chacun vit en fonction de ce qu'il pense de la religion. L'intégrité, c'est la clé du succès selon vous? Pour moi, l'intégrité, c'est la clé du succès. Les entreprises et même au niveau de l'État burkinabé, on doit mettre l'accent sur l'intégrité, que ce soit dans le recrutement, même en fonction publique comme dans le privé. Mais comment jauger l'intégrité d'un individu? C'est ça toute la question. Oui, vous savez que dans la vie, il y a 3 dimensions de personnes. Oui. Voilà, 3 dimensions de personnes. Je vais revenir un peu sur votre question, mais je préfère développer ces 3 dimensions de personnes. La première dimension, c'est un groupe de personnes, quel que soit Alpha. Ils ne vont jamais faire du tort à autrui. Ils ne vont jamais prendre l'argent de l'État. Ils ne vont jamais détourner l'argent de l'État, même si le milieu leur permet de le faire. Cette catégorie de personnes ne dépasse pas 10%. Il y en a même qui vous diront que ça ne vaut pas 1%. Oh, moi, je donne mon appréciation. Si vous prenez cette première catégorie de personnes, et là, quand je parle, je vois un peu nos grands-pères, nos pères, la manière dont ils agissaient. Et c'est d'ailleurs ce qui a prévalu le terme burkinabé, terre des hommes intègres. Vous leur remettez une liasse de billets, vous les rangez par ordre. 5 ans après, vous revenez, vous trouvez les mêmes billets dans le même ordre. C'est ça la catégorie de personnes intègres. Et aujourd'hui, ça existe. Nous avons toujours des hommes intègres. La deuxième catégorie, c'est des hommes désintégrés. Quelle que soit la rigueur, il passera toujours à l'acte. Il va voler l'argent de l'État. Quelles que soient les sanctions, il va faire du tort à son prochain. Et ça renvoie un peu à l'histoire, quand on interroge un peu l'histoire de la Rome antique, au moment donc où se développaient les pickpockets, l'histoire nous dit que on avait érigé des potences dans la place publique. Et on y amenait les pickpockets et on les pendait aux yeux et aux yeux de tout le monde. Ça aurait dû servir d'exemple en fait. D'exemple, oui, voilà. Et pendant qu'on pendait, oui. Donc, les pickpockets, il y a des pickpockets dans la foule qui piquaient dans les poches de ceux qui assistaient à la pendaison de leurs collègues. Vous voyez un peu, quelle que soit la rigueur, quelle que soit la sanction attendue ou encourue, ils passeront toujours à l'acte. Des personnes désintégrées. Désintégrées, complètement désintégrées. Donc ça, c'est l'autre dimension aussi, peut-être 10%. La deuxième catégorie. La deuxième catégorie. Okay. Donc maintenant, nous avons les 80%. Les 80%, ce sont des personnes qui sont ni intègres, ni désintégrées. Mais
qui vont être intègres ou désintégrés en fonction des circonstances. C'est là où on appelle un peu les éléments de pression. S'il a une pression familiale, il a une pression financière, si il a son milieu qui l'influence, si lui-même il a besoin de se réaliser à un certain niveau alors qu'il n'est pas à ce niveau-là, ça peut constituer des pressions. Même l'addiction à l'alcool, l'addiction au jeu peut constituer des pressions pour la personne qui était à l'origine intègre et qui peut, parce qu'il a subi une certaine pression, qui peut basculer et se compromettre. Mais les circonstances ne doivent pas faire changer un individu. Soit vous êtes intègre ou vous ne l'êtes pas. Oui, mais en fait, vous savez, même l'homme le plus intègre, quelquefois, nous ne sommes pas des anges. Voilà, nous ne sommes pas des anges. Quelquefois, vous glissez. Peut-être, on n'est pas encore arrivé à mon ouvrage, mais... On va en parler tout à l'heure. Voilà, dans l'ouvrage, j'ai donné ça nous amène vers là. C'est un processus, allons-y. Voilà. J'ai donné des éléments d'exemple. Des éléments d'exemple pratiques, tirés d'ailleurs des différents rapports donc, de contrôle, où des personnes ont été prises pour avoir détourné des fonds publics. En matière de contrôle, lorsque vous êtes en pareille situation, vous établissez ce qu'on appelle un rapport. Voilà, vous établissez un rapport avec la personne, un PV d'audition, où il va vous expliquer ce qui l'a amené à passer à l'acte. Et les cas que j'ai étudiés, la majorité a donné des éléments d'explication, soit que j'ai fait un accident, soit que la maman était malade, soit que mon chef de service avait son épouse qui devait subir une intervention. En tout cas, dans tous les cas, il y a une certaine pression, nous sentons une certaine pression. Est-ce que vous croyez en ce qu'ils vous disent? Parce qu'on a l'impression qu'on donne un peu à gauche et puis soi-même on prend le maximum et puis voilà. Oui, en fait, il faut faire la part avec les personnes qui sont désintégrées. Oui. Voilà, ces personnes-là, ils n'avaient peut-être pas une prédisposition à voler l'argent de l'État, mais c'est les circonstances qui les ont amenés à puiser dans les caisses de l'État. Oui, ça diffère de celui-là qui est complètement désintégré. Et là, vous avez parlé de comment faire. Il y a les enquêtes de moralité. Vous savez que les hommes, le comportement trahit l'homme. Le comportement trahit l'homme. C'est une parenthèse qu'on ouvre là. Tous les Burkinabés peuvent être contrôleurs d'une manière ou d'une autre pour aider à la bonne gouvernance des deniers publics. Pour moi, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Si par exemple, vous êtes Burkinabé, on connaît tous ainsi, je suis de l'administration, je commence à réaliser ma résidence. Tout le monde sait, même si c'est des prêts, on voit un peu le rythme de réalisation. Le voisinage sait. C'est l'erreur que les fraudeurs commettent. Voilà, les autres savent. Voilà. Le rythme de réalisation, ils savent si les rentrées sont des rentrées régulières ou s'il y a peut-être à douter donc, de la rentrée de ressources donc, de la personne. Voilà. Mais la population burkinabé, pour moi, il y a une petite erreur. On n'est pas alerte à dénoncer. Voilà. Surtout quand la personne est un bon samaritain, qui vient, qui salue tout le monde dans le quartier, qui respecte tout le monde. Souvent même l'élément de pression vient de là-bas. L'élément de pression vient de là-bas. Voilà, quand je dis la pression, là, ça peut venir du volet social, la dimension sociale. Voilà, parce que lorsqu'on vous nomme à un poste, on croit qu'il faut se réaliser. Voilà. Si vous ne faites pas comme l'autre, on essaie de jeter de l'anathème sur la personne. Voilà pourquoi très souvent on dit les personnes qui sont intègres dans nos administrations, d'une manière générale, ils sont isolés. Voilà, quand tu es intègre, tu veux vraiment observer donc les principes et les règles. Très souvent, tu es un peu isolé. Voilà, parce que... Et il nous revient également que ce sont les personnes qui sont très misérables aussi, non? Qui ont un train de vie très faible pour la plupart. Mais vous savez, vivre de manière interne ne signifie pas qu'on vive misérable. Voilà, vivre de manière interne. Vous voyez, là, quand vous avez un niveau... Donc la pauvreté n'est pas une vertu? Non, pas du tout. Okay. Voilà, la pauvreté pour moi c'est un état normal. Et dans tous les cas, même la question de pauvreté est une question très, très subjective. Voilà.
Vous voyez, vous avez votre niveau de rémunération qui est à ce niveau-là. Vous vivez mieux à ce niveau-là. Si vous voulez aller à ce niveau, vous êtes obligé de faire quoi? Vous compensez l'écart par quoi? Par les actes de corruption. Voilà. Et ça se sait. Et ça se voit, ça se vit. Voilà. Donc pour moi, en tout cas pour recentrer et revenir à mon ouvrage. Surtout l'intégrité, parce qu'on abordait la question à ce niveau-là. Surtout l'intégrité. Oui. Voilà. Surtout pour moi, en tout cas, l'intégrité n'est pas à marchander. Alors, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui a retenu mon attention, et certainement ceux qui nous regardent sur Burkina Info. Vous avez parlé du voisinage, et surtout, vous n'avez pas prononcé le mot, mais c'est le délit d'apparence. C'est-à-dire aujourd'hui que tous les Burkinabés doivent être des vigies par rapport au délit d'apparence et avoir l'esprit de dénonciation systématique. Oui, mais quand même les dispositions pénales et les dispositions en matière de lutte contre la corruption prévoient la dénonciation. Cette dénonciation, c'est qui le fait? C'est la population. Voilà. On est en mesure d'alerter. En fait, personne ne peut se cacher pour aller réaliser une infrastructure qu'il a volée au Burkina Faso. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Il suffit d'alerter. Une fois que vous alertez, il revient maintenant à l'autorité compétente d'approfondir, de disculper ou de mettre en cause la personne. Et pour moi, c'est même bien. C'est même bien qu'on dénonce. C'est même bien qu'on porte à l'attention de l'autorité habilitée donc à mener les contrôles pour permettre donc d'arrêter ou en tout cas de donner une suite, quoi. Est-ce que ça dit qu'il faut se méfier des bons samaritains dans les institutions qui donnent de l'argent à tout le monde, qui donnent du café à tout le monde? Parce que vous avez dit, il y en a qui sont isolés, mais d'autres, par contre, ils sont devenus le nœud central de l'administration à un moment donné. Non, en fait, quand je dis isolé, pas pour dire qu'il n'est pas dans le groupe. Non. Pas pour dire qu'il se solidarise du groupe. Non. Il est isolé par rapport aux mauvaises pratiques qui se passent dans l'administration et dans son entourage. Voilà. Donc, isolé, c'est dans ce sens-là. Pas pour dire qu'il n'est pas dans la dynamique du groupe, dans la dynamique donc de l'administration. Et là, je ne suis pas seulement dans le cadre de l'administration, je suis dans le cadre général. Voilà, je suis dans le cadre général. Le privé ou le public, même sur la vie sociale. Même sur la vie sociale, celui, si vous êtes dans... Voilà pourquoi on dit quand même le groupe corrompt la personne. Voilà, la pression peut venir du groupe. Donc le groupe corrompt la personne. Une personne qui n'aime pas fumer n'irait pas au milieu des fumeurs. Il va s'isoler par rapport aux fumeurs. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc, les personnes intègres, lorsqu'ils sentent que l'environnement n'est pas favorable, la personne préfère s'isoler que de se mêler au groupe. Voilà, c'est vraiment le... Et vous souhaitez que la plupart des Burkinabés se comportent de cette manière-là? Non, non, pas du tout. En fait, nous étions sur la dimension spirituelle de la personne. Voilà, vous préférez peut-être vous mettre à l'écart. Pour ne pas être mêlé à quoi que ce soit qui peut être compromettant pour vous. Non. Moi, je fais une lecture de l'environnement. Hein. Bien sûr, non, voilà, sur le plan social, oui. Lorsque vous êtes au milieu de personnes qui ont peut-être des comportements qui ne vous conviennent pas, même si ce sont vos amis, vous êtes tenté de faire un recul. Voilà, vous êtes tenté d'avoir un minimum donc, de recul. Ça, c'est vraiment les facteurs sociologiques donc, de la délinquance d'une manière générale. Okay. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette dimension sociologique de la... Alors, vous avez abordé 3 éléments, parce que je vous demandais comment retrouver l'homme intègre quand on veut recruter, que ce soit chez l'État ou le privé. Mais moi, je vais plus loin. Vous avez parlé de la pression sociale aussi, qui est un facteur important. C'est comme quand on parle dans les conférences de presse de présentation de délinquants. Quand on vous dit que cette personne a volé 10 millions, 20 millions, quand vous le regardez, vous ne pensez même pas qu'il en est capable. Et ça dit clairement qu'il faut éviter toutes les circonstances atténuantes dans ce cas de figure. Non, en fait, en réalité, là, je vous donne une illustration. Hein. Ça vous permettra de voir un peu. Ça demande des éléments d'expérience vécue. Un jour, quand j'étais inspecteur général du Trésor, un comptable à qui on reprochait 110 millions. C'était vraiment des faits réels. 110 millions. Il avait plus d'une cinquantaine de millions comme déficit de caisse. Là, c'est indiscutable. Hein. Dans la caisse, tu dois avoir 50 millions. On est venu trouver qu'il n'y a pas 50 millions. Ça, on appelle ça déficit de caisse. Ensuite,
il y avait près d'une soixantaine de millions en termes de dépenses irrégulières. Donc, tu as produit la pièce, on a jugé que la pièce ne peut pas justifier la sortie d'argent. Donc, à hauteur d'une soixantaine de millions. Donc, le tout faisait 110 millions. La personne est venue à mon bureau pour transiger sur le montant. Et la personne m'a dit, ben, IGT, inspecteur général du Trésor, IGT, est-ce que vous voyez 110 millions en moi? Je dis, mais il dit, j'ai pas besoin de voir 110 millions en vous. Vous avez signé le PV, vous êtes d'accord avec le contenu. J'ai pas besoin de voir 110 millions en vous. Puisque les montants ont été peut-être soutirés progressivement. Et quand on a fait le point, le total fait 110 millions. Donc ça ne peut pas ressortir dans ton attitude, oui, dans ton visage, dans ton comportement, que tu as volé 110 millions à l'État. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a vraiment pas de lien. Voilà, il n'y a vraiment pas de lien. J'ai été comptable, je sais ce qui se passe. Chaque fois, je me plais à dire, une fois j'ai ouvert mon coffre-fort, le billet de 10 000 a dit, prends-moi. J'ai refermé, j'ouvre le billet de 10 000, dit, prends-moi. Et j'ai répondu au billet, dit, je ne te prendrai pas. Et j'ai vidé les fonds, et j'ai reversé au trésor. Et j'avais à ce niveau de caisse, 0. Et c'est quand on a ce comportement, on rentre la nuit, on dort tranquille. Avec tous les problèmes éventuellement qu'on a. On n'est pas partagé entre la fierté de n'avoir pas pris et aussi surtout celle de ne vraiment pas être incorrompu. Vous savez, moi j'ai été éduqué dans un milieu où le papa était fier. Okay. Le papa était fier. Le papa nous avait toujours dit, restez intègre. Et sa fierté-là se manifestait par N-I-O-N. Il disait, vous êtes des N-I-O-N, des nions. Vous ne devez pas voler. Il répétait ça régulièrement. Il répétait ça régulièrement. C'est-à-dire que tous les parents doivent commencer à dire à leurs enfants la même chose. C'est le conditionnement. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau, on ne peut plus éduquer sur les valeurs morales. Voilà, c'est pas possible. On ne peut plus éduquer sur les valeurs morales. Mais on peut forger l'enfant, l'amener à adopter une certaine culture. Je voyais une vidéo sur l'éducation des enfants coréens. On les apprenait le patriotisme dès leur bas âge. Je pense que c'est des bons exemples que nous devons copier. Voilà. J'ai apprécié quand le chef de l'État a rencontré les élèves pour les inculquer les valeurs d'intégrité, les valeurs de patriotisme. Il faut qu'on reparte à la base. Voilà. C'est vraiment cette éducation-là. Sinon, vous prenez quelqu'un déjà qui est dans la fonction, s'il est désintégré, ce n'est pas un message qui peut l'amener. Je dis, il y a des niveaux. Quand on est toujours sur les bancs, ce sont les valeurs d'intégrité qu'il faut enseigner. Il faut reformater le mental de l'enfant. Et les parents doivent aider à ce reformatage. Parce que les réseaux sociaux sont là pour corrompre nos enfants. Donc, il y a un regain de mission pour les parents, pour les éducateurs et pour la nation, pour préserver les générations montantes. Il y a un niveau méso, j'étais au niveau micro, il y a un niveau méso où il faut de temps en temps taper, les forcer à appliquer les valeurs d'intégrité. Maintenant, il y a un niveau macro où il faut sanctionner sévèrement. Voilà. Parce qu'à ce niveau-là, macro-là, tolérance zéro. Tolérance zéro. Tolérance zéro, c'est important. Voilà, parce qu'à ce niveau macro-là, ce n'est pas possible d'éduquer la personne, une grande personne, sur les valeurs morales. Donc une grande personne qui vole ne mérite que la prison. Sanction. Sanction. Et vous voyez souvent, je suis favorable pour que on dépouille l'argent public avant de l'amener devant les tribunaux. Je vais m'expliquer. Un agent public qui est compromis dans un rapport de contrôle, on l'amène devant le juge pour jugement. Pour moi, on ne l'amène pas en tant qu'agent public.
on l'amène en tant que citoyen délinquant. On le dépouille de sa casquette d'agent public. Le conseil de discipline doit se tenir sur l'agent. On doit révoquer l'agent. Et on l'amène devant le juge pour sanction. Certains vous diront qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit avérée. Il n'y a pas de lien entre la sanction judiciaire et la faute professionnelle. Bien que l'instruction arrête, interrompt un peu la procédure disciplinaire, il n'y a pas de lien. Voilà. En te révoquant là, c'est pas pour dire que tu es un délinquant. Non. En te révoquant, tu as commis une faute inacceptable pour le bon fonctionnement de l'administration. Et dans la grille des sanctions, telles que prévues au niveau de la loi 081, il y a les sanctions de premier degré, de second degré et de troisième degré. Il suffit de voir un peu le détournement pour voir à quel niveau on en est, pour voir quelle est la sanction qui sied, et on peut le relever par simple arrêté du ministre de la fonction publique. Donc, il n'est plus agent public. Ça, dedans. Si vous aviez, l'agent a fait l'objet de décorations. Ça est dans l'ouvrage. Oui, bien sûr. Si l'agent a fait l'objet de décorations, on te décroche tes décorations. Puisque c'est la nation qui te décore. C'est vrai que les autorités, mais les autorités décorent au nom de la nation. La nation reconnaît le mérite de ses fils. La formule est reconnue pour avoir rendu service à la nation. À la nation. Oui. Voilà. Donc, la personne qui va à l'encontre des intérêts de la nation, c'est-à-dire qui vole l'argent de l'État, qui détourne l'argent de l'État, on le décroche de cette décoration. Et on envoie un citoyen qui a volé l'argent de l'État, tout comme un voleur de quartier, devant le juge. La sanction va être plus perceptible et elle n'est pas anesthésiante. On la sent et on la ressent. Oui. Et ça va être très dissuasif pour ceux-là qui voudront passer à l'acte. Et c'est même ça. Puisque s'il y a la pression, il y a l'opportunité. L'environnement permet de passer à l'acte. Oui. Il y a les différentes failles dans le fonctionnement. Je n'ai pas établi mon état de rapprochement bancaire pour permettre à ma hiérarchie de suivre le niveau de trésorerie. C'est une opportunité. Alors, je suivais un peu le procès où j'ai apprécié le monsieur qui dit qu'il y a une dame, je n'arrive pas à imiter. Là où j'ai vraiment sa signature, mais là où j'ai vraiment apprécié, c'est quand il a dit que la personne était trop regardante sur les fonds. Vous voyez? Ça vous a tiqué, on dirait. Ça m'a tiqué. Oui. Ça m'a tiqué. Et j'avais tendance à appeler la dame pour dire félicitations et chapeau. Parce que ça veut dire que la personne crée un environnement qui n'est pas favorable aux fraudeurs. Voilà. Toutes les personnes qui fraudent là, c'est parce qu'il y a une défaillance dans le système. Pourquoi on arrive à dire que la personne est trop regardante? Parce qu'on a observé la personne. Parce qu'on sait que la personne était très regardante sur les sorties d'argent, les documents qui me sont transmis. Donc ça, par exemple, et dans l'ouvrage, j'ai dit, l'ouvrage est produit pour que le manager public puisse asseoir une vision prédictive de la fraude en matière de gestion. Alors, nous y sommes en plein dans l'ouvrage, parce qu'il y a 2 ouvrages, 3, mais on va mettre l'accent dans l'émission sur 2, notamment pratique de fraude en finances publiques au Burkina Faso. Merci de nous donner l'exclusivité, parce que c'est un ouvrage qui est sorti en 2024. Alors, je veux qu'on fasse une escale sur ce procès pédagogique qui a lieu actuellement au Burkina. C'est vrai que votre position ne vous permet pas d'entrer dans le fond, c'est clair, mais on a l'impression que ça se dit dans l'opinion, au Burkina Faso, les gens profitent tout le temps du système de gestion publique là pour voler l'argent de l'État. Comment on peut expliquer une telle situation? En fait, je reste toujours dans le cadre de l'ouvrage. Bien sûr, allons-y, il n'y a pas de problème. Voilà, je reste, vous avez bien dit, dans le cadre, non, je reste dans le cadre de l'ouvrage, on y va. Ça peut aider, c'est qui est académique, qui est professionnel. En fait, vous savez que le fraudeur, il va toujours observer l'environnement. Il va toujours scanner les attitudes de son environnement, donc de son responsable. Aller jusqu'à détecter la faille et passer à l'acte. Aucun fraudeur ne passera à l'acte s'il sait qu'il sera pris. Voilà. Il n'est pas suicidaire. Non, le fraudeur n'est pas suicidaire.
Donc, si ce qui sera pris, il ne passera jamais à l'acte. Et je l'ai dit dans l'ouvrage. Maintenant, il passera à l'acte après avoir scanné le dispositif de gestion. Quand il sait que l'environnement lui est favorable. L'opportunité. OK. Donc, quand il scanne le dispositif de gestion, il identifie les failles. Ah, il dit DG est trop regardant sur les comptes. Si le DG est trop regardant sur les comptes, il va détecter mon acte de fraude. Il ne passera pas à l'acte. Voilà pourquoi il dit j'avais tendance à féliciter la personne. Voilà. Mais par contre, il peut avoir des flottements. Ça veut dire qu'il sent que la personne n'est pas regardante. Là, il passe à l'acte. Voilà pourquoi le fraudeur va utiliser les opportunités. Ça veut dire que ce sont des circonstances, des événements qui sont créés et qui sont favorables à l'acte de fraude. Donc ça peut être créé par l'environnement. Ça peut être le dispositif de gestion, des failles dans les procédures. Si la procédure est trop engrenée, si la procédure est trop longue, ça peut susciter la corruption. Ça peut être aussi la dimension de supervision. Parce que la hiérarchie ne supervise pas. Est-ce à dire qu'il faut éviter souvent de signer rapidement les documents qu'on vous envoie? C'est même ce qu'il faut. Beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Après, ça devient un problème. C'est même ce qu'il faut. Oui. Il ne faut pas être pressé à signer, surtout les documents qui ont un caractère financier, qui ont une implication sur la sortie des fonds. Il faut surtout lui donner le temps. Voilà. On ne signe pas ce genre de documents étant dans la fatigue. Non, le soir, on a fini 18h. Après tant de réunions, je me mets sur les documents financiers. Pour moi, je ne conseille pas à un manager de le faire. Ah oui. Voilà. Je conseille au manager de le faire à tête reposée et en lisant de bout en bout ce qui est soumis à la signature. Parce que la signature, c'est quand c'est un acte, c'est une grille posée au bas d'un document. Et ça condamne, hein, votre signature vous condamne. Voilà, je vais en revenir. Oui. Donc un acte, une griffe posée au bas d'un document pour montrer que nous sommes responsables de ce qui est dit dans le document. Donc ça condamne donc la personne. Donc véritablement, il n'y a pas d'acte de fraude sans qu'il n'y ait de dispositif favorable. Mais M. Nyon, toujours on reste dans votre livre, on fait une petite digression, permettez-nous s'il vous plaît de le faire. Oui. C'est quand même grave de falsifier la signature de quelqu'un pour sortir de l'argent. Ça, c'est le summum au Burkina Faso tout de même. Pour moi, vous savez, comme je l'ai dit, la personne, le fraudeur va toujours exploiter les failles du dispositif. Parce que tu peux le faire une fois, mais pour moi, tu ne pourras pas le faire tout le temps. Voilà. Tu peux le faire une fois, 2 fois, mais tu ne pourras pas le faire tout le temps. Mensuellement, il y a ce qu'on appelle le relevé de compte. Vous en avez parlé dans vos ouvrages, c'est important. Ouais. Il y a le relevé de compte. Mensuellement, il y a ce qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire. Vous êtes directeur général, vous signez des chèques, vous avez votre relevé, vous savez les chèques que vous avez signés. Il y a l'état de rapprochement bancaire pour vous permettre d'avoir une bonne lecture de votre niveau de trésorerie. Si vous avez signé, pas plus, 5 chèques, pas plus, et que le relevé en banque, heureusement que tout a la traçabilité au niveau des systèmes bancaires et du trésor, et que dans le relevé, on vous sort 20 chèques. À l'espace du mois, vous êtes à mesure d'arrêter la saignée sur vos finances. Mais que cela ait pu durer autant d'années, ça veut dire qu'il y a plusieurs implications. Exploitation des défaillances. Oui. Voilà. Pour moi, je reste toujours dans mon ouvrage. Bien sûr, mais ça permet de comprendre comment ça fonctionne, justement, cette manière de voir. Voilà, dans l'ouvrage, je l'ai dit, oui. C'est les défaillances. Et la personne, comme je l'ai dit, la personne va scanner, le fraudeur va scanner les procédures. Il va scanner l'attitude du responsable et identifier les failles et passer à l'acte. Tant qu'il ne l'a pas fait, il ne passera jamais à l'acte. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, tous les présidents d'institutions, ministres, présidents d'institutions, doivent tout le temps, chaque mois, demander qu'on leur envoie les relevés des dépenses de leur ministère. Je les invite à lire l'ouvrage. Tout y est. Tout y est. Et qu'est-ce que vous recommandez pour éviter justement cette situation malheureuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Moi, ma recommandation, c'est
c'est d'aller vers l'investigation fraude. Dans chaque ministère et institution. J'arrive. Actuellement, on est en train de faire le procès sur la base de l'investigation judiciaire. Et quand j'entends un peu les questions qui sont posées, on rejoint l'investigation antifraude. Apparemment, vous aimez bien ce qui se passe actuellement en termes de pédagogie. En termes de pédagogie, parce que je me retrouve dans mon ouvrage. Voilà, ce qui se passe, très honnêtement, je me retrouve dans l'ouvrage. Et j'ai eu beaucoup d'appels d'amis pour dire, mais ton ouvrage nous donne une bonne lecture du procès. Et j'ai même dit dans l'ouvrage, il est destiné aux magistrats, aux procureurs. Voilà. Donc, j'ai suivi un peu une question sur le contrôle interne. Voilà, une des avocates qui a posé la question sur le contrôle interne. Mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Parce que justement, on n'a pas fait l'investigation antifraude. C'est juste l'investigation judiciaire. Alors que lorsque nous sommes en infraction économique et financière, il faut faire l'investigation antifraude. À côté des faits, à côté du mode opératoire, à côté du quantum de l'infraction, à côté des personnes en cause et des complicités, il faut aller au-delà pour checker les procédures et identifier à travers l'organigramme fonctionnel de l'entité quels sont tous ceux qui sont impliqués, soit directement, soit de manière indirecte. C'est là où on allait checker le dispositif de contrôle interne et savoir que le dispositif est complètement défaillant. Voilà. Et on peut, en checkant les périodes de la procédure, aller identifier la période où ce dispositif a commencé à être défaillant et pourquoi il a commencé à être défaillant. Est-ce que l'une des erreurs éventuelles aussi n'est pas liée au fait que la plupart des responsables ne connaissent pas les finances? Beaucoup vous disent, moi je suis bleu en finance, je suis bleu en comptabilité, et du coup les gens en profitent et puis font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est même ça, mais nul n'est censé ignorer la loi. En fait, en réalité, nous, depuis 2016, 2017, le Burkina a basculé dans le budget programme. Oui. Ça veut dire... Ça fait partie de l'ouvrage aussi, c'est important. Ouais, parce que dans cet ouvrage, voilà, vous avez des finances publiques, tout est dedans, comme on dit. Voilà. Donc ça, l'avant-dernier ouvrage traite suffisamment de la question de la gestion des finances publiques au Burkina. Voilà. Donc le Burkina, et surtout met l'accent sur les innovations qui ont été introduites dans le nouveau cadre juridique, adopté donc à partir donc de Palumo en 2009. Voilà. Donc, quand vous scannez la situation actuelle en matière de gestion, on a une multiplicité d'ordonnateurs. Avant, c'était le ministre des Finances qui était l'ordonnateur. Maintenant, on a une multiplicité d'ordonnateurs. Est-ce que c'est risqué? Non, c'est pas risqué. C'est le dispositif qu'il faut revoir simplement. Voilà. On a une multitude d'ordonnateurs. Les ministres sont des ordonnateurs principaux. Les responsables de programme sont des ordonnateurs délégués. On a des ordonnateurs au niveau central, une multitude. On a une multitude d'ordonnateurs au niveau de concentré. C'est vraiment bien pour une question d'imputabilité, pour une question d'atteindre des résultats, parce que nous sommes dans le budget programme. Mais il y en a qui disent, malgré le budget programme, le ministre est co-responsable souvent quand dans un de ces départements, il y a du vol. Non, il faut voir l'implication. Ouais. Voilà. Quand je scanne un peu la situation actuelle, non, je ne vois pas en quoi le ministre va être responsable. Voilà. Parce que tout est suffisamment délégué au niveau, pour certains. Mais est-ce qu'il n'a pas un droit de regard sur la gestion des fonds alloués à ces différents secteurs? Bon, il a un droit de regard, oui, mais pas une implication au point de le rendre responsable des manquements qui sont constatés dans le ministère. Okay. Voilà, parce qu'il y a une question d'imputabilité. On ne peut pas imputer la faute à quelqu'un qui n'est pas à l'origine de la faute. On impute la faute à celui qui a posé l'action et a entraîné la faute. Et cette spécification, elle est très très importante. Quand on reste toujours dans votre ouvrage, vous avez parlé de fraude en finances publiques au Burkina Faso. Nous avons vu quelqu'un qui a dit qu'il y a beaucoup de ténia dans les ministères et les institutions au Burkina Faso. Est-ce que vous y croyez? Bon, ça, c'est une déclaration. Moi, je suis auditeur. Il faut que j'ai des exemples pratiques de fraude devant le juge pour apprécier. Là, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de théâtre dans l'administration, mais ce que je peux dire, les potentiels fraudeurs passeront à l'acte si le dispositif ne permet pas de contrecarrer les actes de fraude. Ça, c'est vraiment... et puis actuellement,
quand je lis un peu le dispositif de gestion, le dispositif de gestion et de contrôle permet la fraude. Ah oui? Ah oui. En fait, vous voyez, nous étions dans le budget objet. Le budget objet met l'accent sur les dépenses qui vont permettre à l'État d'avoir des objets, des moyens et mesures. On veut tel objet, la dépense est centrée sur l'objet. Voilà pourquoi on avait développé le contrôle interne, le contrôle financier, qui était un contrôle financier aigu, parce qu'il faut éviter donc les failles. Et on avait l'inspection qui était à côté. Malgré tout ça, on arrive à toujours frauder. J'arrive. Maintenant, mais en réalité, c'est le dispositif. Maintenant, nous sommes dans le budget programme. Le budget programme doit amener à diluer l'inspection, le contrôle financier. Parce qu'il faut aller vite et avoir les résultats. Donc, on doit affaiblir le contrôle a priori. Parce que souvent, la lourdeur ne rime pas avec l'atteinte du résultat. Donc, il faut affaiblir le contrôle financier, a priori. Il faut avoir un contrôle a posteriori aigu. Ouais, on change le sens de la rigueur. C'est ça. Aigu, a posteriori, après. Et il faut un contrôle réfléchi, interne réfléchi, à travers la modulation. Et maintenant, à côté de tout ce dispositif de contrôle interne reformaté, il faut l'audit interne. L'auditeur va permettre d'anticiper sur les risques éventuels de fraude. Est-ce qu'au niveau de l'audit interne, les choses sont suffisamment fiables? Parce qu'on a l'impression que c'est comme une lettre à la poste. Est-ce que les affinités, les amitiés, les petits cadeaux, entre autres, ne peuvent pas diluer la qualité, altérer la qualité surtout de l'auditeur interne? Non. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'auditeur interne dans l'administration publique. Pour ce qui concerne le budget de l'État, nous avons des inspections. Voilà pourquoi il dit l'inspection, c'est quoi? Il va trouver que le mal est déjà fait. Il faut faire une réforme systématiquement dans ce domaine. À mon sens, il y a une réforme systématique. L'ouvrage, l'avant-dernier ouvrage en parle. Oui. Et il est même complété par cet ouvrage. Il est même complété. Le manuel du financier burkinabé. Il en parle dans les détails. Oui. Et les pratiques de fraude viennent corroborer cela. Le fait qu'on n'a pas un dispositif qui permet d'appréhender. Voilà. Quand on parle d'audit interne, il va venir évaluer ce que vous faisiez en termes de contrôle interne. Est-ce que ce contrôle qui est fait pour éviter la fraude, est-ce qu'il est à même de préserver les finances publiques? C'est ça véritablement le rôle de l'auditeur interne. Voilà. Lui, il vient vous dire, faites attention, parce que l'état de rapprochement n'est pas produit. Il y a le risque de fraude, parce que l'état de rapprochement n'est pas produit. Et vous voyez, dans l'espace mensuel, on arrive à arrêter la saignée, les sorties de fonds. Ça, c'est véritablement l'auditeur interne. Alors que l'inspection fera quoi? L'inspection viendra trouver que on a fait peut-être 12 mois et la fraude mensuelle s'est mensualisée sur 12 mois. En fait, elle est devenue importante. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment cette dimension qu'il faudrait peut-être revoir sur le plan organisationnel. Alors, je reste avec vous sur un élément. Quand on imite la signature de quelqu'un, le fraudeur, il a pu imiter la signature. Comment se fait-il qu'autant de sommes d'argent puissent sortir du trésor sans qu'on puisse attraper la fausse signature? Bon, là, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Vous savez, quand vous dites imitation, on a imité, mais ça peut être conforme. Vous étiez comptable. Oui. Est-ce que vous avez eu affaire à des signatures douteuses? Je n'en ai pas eu. Mais j'ai dit, lorsqu'on parle d'imitation, il peut y avoir des imitations conformes. Okay. Voilà. On a dit imitation. L'imitation, pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne Didier qui a signé. Mais on n'a pas dit que la signature ne peut être détectée à l'œil nu. Vous voyez, non, il y a un problème de fond. Voilà, l'imitation ne veut pas dire que c'est une signature qui n'est pas exacte. Voilà, donc il y a cette nuance-là. Voilà, donc en tant que comptable, ça se peut que j'ai payé des factures qui ont été imitées. Ça, je n'en sais rien. Mais quand tu lis et tu regardes,
tu ne peux pas douter que ce n'est pas la personne. Maintenant, là où on peut détecter, c'est en interne. Comme je l'ai dit, s'il y a un bon suivi dans l'espace mensuel, c'est des choses qui se détectent. Est-ce que les comptables, par exemple, du Trésor, doivent tout le temps répartir vers le principal ordonnateur du budget pour vérifier par mois la validité des signatures et des sorties d'argent? Bon, non, parce que... oui, mais dans l'ouvrage, je n'en ai pas parlé. On n'est pas là pour faire un procès. Non, ce n'est pas un procès. Voilà. Mais il faut que l'émission soit pédagogique, c'est toujours important. C'est ça. Oui. Non, mais ce que je dois peut-être indiquer, vous savez que souvent, si vous faites des opérations au niveau de la banque, vous voyez que même vous, votre propre signature, souvent... Ça évolue. Non, il peut même douter. Voilà, l'agent qui fait... Tu sais que j'ai dit une fois, ce cas-là. L'enfant peut vous regarder, l'agent vous regarde, il sait que c'est chose, mais il peut douter de votre signature. Voilà. Donc, une manière de vous dire que on peut peut-être évoluer dans le dispositif de paiement. Je crois que ce sont des... Comme c'est pédagogique, vous dites c'est pédagogique, je me dis qu'après les différents procès, il y a peut-être un dispositif de lutte qui est proposé pour éviter que les mêmes faits ne reviennent. Et l'ouvrage en parle. Pour dire que lorsqu'il y a la fraude, il faut tirer une expérience des pratiques et des défaillances pour pouvoir asseoir un bon dispositif qui évite que les mêmes faits ne se reproduisent dans l'administration, au niveau de l'administration publique. Sinon, pour moi, la signature, on peut peut-être évoluer. Moi, j'aurais peut-être, si j'ai peut-être, en tant qu'à une petite expérience en matière de gestion des finances publiques, peut-être le processus de confirmation lorsqu'il s'agit d'un certain montant. Voilà, peut-être on institue. Voilà, oui. Voilà, le processus de confirmation peut être introduit lorsque le montant dépasse, lorsque ça dépasse un certain montant. Et là, on peut même catégoriser les différentes structures. Une petite structure qui a peut-être une cinquantaine de millions ne peut pas être soumise à la même rigueur de confirmation qu'une structure qui brasse des milliards. Voilà, donc que peut-être ce dispositif-là soit mis en place. Là, ça permet in fine de détecter donc les actes donc, de fraude pendant qu'il est temps, quoi. Pendant qu'il est temps, vous avez dit tout à l'heure, pratique de fraude en finances publiques au Burkina Faso, le livre est là, on en parle. Un élément sur lequel on vous reproche, enfin, vous n'êtes plus contrôleur, c'est vrai, mais on dit que les contrôleurs ne font pas bien leur travail. Et quand on fait une dépense qui était censée, par exemple, payer une ampoule, qui se retrouve à payer éventuellement donc une cuillère ou un bic, on trouve que c'est un détournement. Beaucoup de Burkinabés regardent et ils ne comprennent pas pourquoi, généralement, ces genres de cas-là sont cités. Et votre livre en parle aussi. Bon, non, mais en réalité, oui. On ne peut pas ranger ça dans le cadre du détournement. Voilà, c'est des irrégularités de gestion. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, j'ai défini la fraude en finances publiques comme étant une irrégularité ou une omission intentionnelle qui porte atteinte au budget public. Voilà. Donc, alors que là, on peut avoir l'intention, mais ce n'est pas une fraude qui bénéficie à la personne. Donc, il y a les détournements dans le sens de se remplir les poches. Voilà, de ravir les fonds publics à son profit. Mais il y a le détournement de destination. Et dans le détournement de destination, il faut apprécier l'environnement. Il faut apprécier l'environnement. Et l'environnement peut donner raison à celui qui a procédé de la sorte. Je vous donne un exemple tout simple. Voilà, tel que dans l'exemple que vous avez donné, on peut ne pas avoir de crédit pour réhabiliter votre plateau, pour votre budget. Vous pouvez ne pas avoir de lignes disponibles pour réhabiliter votre plateau, pour vos émissions. Alors qu'il y a une autre rubrique qui est abondée. Et vous pouvez utiliser cette rubrique pour réflexionner votre plateau et poursuivre votre émission. Ça, vous pouvez le faire. On dirait que vous avez détourné. Non, c'est un sens impropre. C'est la destination qui a été détournée.
Mais cette destination peut être rattrapée, puisqu'il y a la question de modification budgétaire. C'est là où très souvent les gestionnaires, dans le fait de l'action au regard du volume des opérations, n'ont pas le réflexe d'aller modifier le budget pour conformer l'exécution. Ça profite à certains gestionnaires pour basculer dans la fraude. Bon, ça, je l'ai bien dit. Je suis beaucoup de choses qui se disent, mais en tant qu'auditeur, je me bats toujours sur les éléments probants. Voilà, faut pas que... c'est vrai que dans le monde actuel, là, quand on est sur les réseaux, tout le monde est devenu expert. Mais moi, je vais sur les éléments factuels. Voilà, qu'on ne dise pas qu'on bascule donc dans la fraude, on bascule dans le détournement. Maintenant qu'on apporte effectivement les actes qui sont caractéristiques du détournement. Vous voyez mon approche? Voilà, je ne peux pas d'office conclure lorsque on a détourné la destination. Que ça a profité. Que ça a profité. Oui. Voilà, celui qui le dit a l'obligation d'apporter les éléments probants qui montrent que oui, voici les éléments factuels qui montrent effectivement qu'il y a eu détournement. Voilà, mais on les lit très souvent où les gens, non, voilà, non, en réalité, bon... J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut mettre fin véritablement aux fraudes et détournements dans les ministères et institutions au Burkina? C'est pas possible. Ah oui? C'est pas possible. Alors vous allez choquer l'opinion. Non, pas que je choque. Je suis réaliste. Je suis réaliste. On ne peut pas mettre fin. Ce n'est pas possible. Voilà. On peut contenir. On peut contenir. On peut être plus sévère. Mais on ne pourra jamais être à un niveau zéro en matière de détournement et de corruption. C'est pas possible. Malgré votre livre qui donne toutes les indications. Malgré l'ouvrage qui donne toutes les indications. Oui. Donnez-moi un exemple dans les différents pays au monde où la fraude est à un niveau zéro. Il n'y en a pas. Où la corruption est à un niveau zéro. Il n'y en a pas. Voilà. Mais on peut se créer les conditions de minimiser le phénomène. On peut se créer les conditions de purger l'administration de tous ceux qui sont là pour, en tout cas, qui s'enrichissent au moyen donc de la fraude et de ces pratiques malsaines. Mais on ne pourra jamais aboutir à un niveau zéro en matière donc de corruption et de fraude. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une réforme majeure qui peut sauver le Burkina en matière de gestion de la fraude au pays des hommes intègres, selon vous? J'ai donné des leviers à actionner. Voilà, au niveau de la gouvernance, il faut adopter le management basé sur les risques. Management basé sur les risques. Toujours avoir les risques dans le management donc des structures. Disposer de la gamme des risques qui peuvent favoriser la commission d'actes de fraude. Vous savez, il y a l'environnement. Déjà, quand on lit... Vous parlez d'environnement? Non, mais la fraude, c'est vraiment l'environnement. On ne peut pas détacher les pratiques de fraude en dehors de l'environnement. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut arriver à cerner tous les risques qui peuvent favoriser les actes de fraude. Ça, au niveau du management des risques, c'est une obligation. Ensuite, au niveau de la prévention, il faut le dispositif d'intégrité. Nommer les personnes. Pour moi, il faut avoir une carte d'identité éthique de la personne. Depuis son recrutement, depuis qu'il a gravi les différents échelons dans l'administration, il faut avoir, de la même manière qu'on a les dossiers individuels, on doit avoir la carte d'identité éthique de la personne. Les défaillances, les failles, les petites fraudes qui sont commises par la personne, les irrégularités qui sont commises. Si on donne le nom de la personne, qu'on puisse avoir tous ces éléments qui s'attachent à son identité. C'est ça véritablement la sanction. Donc il faut qu'on ressente sur l'intégrité. Il faut redynamiser le dispositif de contrôle interne à travers des audits internes ministériels. Ça, véritablement, il faut des structures d'audit interne ministériels. De façon pragmatique, comment ça peut marcher? Il faut transformer les inspections. Les inspections peuvent avoir les deux dimensions. Volet inspection et volet audit interne. C'est nécessaire.
c'est indispensable si on veut minimiser les actes de fraude. Dans l'administration. Voilà. Donc la dimension de l'inspection qui va faire l'audit interne va évaluer périodiquement le système de contrôle interne et alerter l'autorité de gestion sur les défaillances qui peuvent entraîner donc les actes de fraude. Et la dimension inspection peut faire l'inspection et faire en même temps les investigations lorsque des actes de fraude viendront être constatés dans l'administration. Je vous pose une question qui s'adresse à tout le peuple burkinabé. C'est quelqu'un qui aujourd'hui regarde Burkina Info, qui s'adonne à ces pratiques de fraude pour s'enrichir dans le budget de l'État burkinabé, tôt ou tard sera rattrapé. Bon, pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que les hommes bougent, les actes demeurent. Voilà. Les hommes bougent, les actes demeurent. Je vous donne une illustration. Quand j'étais à la Cour des comptes, j'étais dans la chambre donc, de discipline budgétaire. Nous avons reçu un ancien directeur général. Il avait à peine à monter les escaliers. Notre salle d'audience était au premier. J'étais obligé de l'aider à monter. On nous aurait dit qu'il avait fait un AVC. Du coup, on avait la crainte. Donc l'intéressé est monté. Je donne l'exemple pour une question pédagogique. On a dit à l'intéressé de s'asseoir, il dit non, qu'il ne s'assoit pas, il s'arrête au prétoire. Moi, ça m'a particulièrement marqué. Et quand on a fini, fort heureusement, il y a la notion d'imputabilité. Voilà. La faute ne lui était pas imputable. Mais comme l'instruction est menée, il fallait juger. Donc, on a prononcé la relaxe. Quand on a fixé le jour du délibéré, on a dit à l'intéressé de rester, qu'on allait lui apporter. Il a dit non, puis je vais venir. Malgré son état. Quand l'intéressé est venu, heureusement que c'était une relaxe. Mais c'était un dossier de vieux de près de 10 ans. Donc, personne ne pense qu'il peut poser des actes quand il est fort et puis le lendemain s'en tirer à bon compte. C'est l'administration. Oui. L'administration conserve les éléments de preuve. Voilà. Et les éléments de preuve survivent aux personnes. Voilà. Donc, par exemple, j'ai donné cet exemple-là pour montrer que nous devons faire beaucoup attention. Voilà. Il vous revient que on avait donné une conférence aux différents gestionnaires des fonds publics quand j'étais à l'ASE, où dans la communication, j'ai dit de faire beaucoup attention aux actes que vous posez. Et j'ai même donné cette illustration pour dire, les actes-là sont là. Voilà. On ne peut pas effacer, c'est l'administration publique. Voilà. Et l'administration publique a ce défaut-là de conserver tous les éléments de preuve, les traces qui concernent notre passage. Voilà. Et l'administration peut restituer ces éléments de preuve en temps opportun, que nous soyons là ou pas. Les preuves sont là, sont des faits. Et les faits qui sont développés, quand vous lisez, vous sentez effectivement qu'en tant que manager, je dois faire beaucoup attention. Voilà. Et l'ouvrage est vraiment fait pour ça. Je fais beaucoup attention. C'est un ouvrage assez pédagogique. Je veux vous entendre sur un dernier élément. On est pratiquement à la fin de l'émission, c'est allé très vite avec vous. Quel est le conseil que vous avez à ceux qui ont la chance de manipuler l'argent public ou de signer des documents pour des sorties d'argent public au Burkina Faso, pour éviter de tomber un jour dans l'humiliation au pays? Pour moi, il faut assumer ses responsabilités. Voilà. Il faut, et je l'ai dit aux différents gestionnaires, 3 qualités. L'intégrité. Il faut respecter les textes. Voilà. Ce que le texte dit, je n'ai pas à modifier. Si le supérieur vous dit de faire une dépense qui n'est pas normale, il faut refuser. Pour moi, il faut appliquer les textes. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir appliqué les textes. Voilà. Et de 3, il faut s'assumer dans la vie. Pour moi, ce sont les 3 dimensions qui sont importantes. Il y en a qui ont peur de perdre leur poste quand on leur dit de faire des dépenses irrégulières. Ils font pour éviter d'être remplacés par quelqu'un d'autre. Non, mais comme je l'ai dit, il faut s'assumer dans les 2 sens. J'assume le fait de m'avoir compromis, j'assume le fait d'avoir appliqué les textes. Alors pourquoi j'ai dit la 3e qualité, il faut s'assumer. Et je suis content lorsque j'ai vu que une des personnes dans le procès a dit non,
le SP n'a rien à voir dedans, c'est une histoire entre 3 personnes. Il faut assumer ses actes. Voilà. C'est ça la hauteur, la grandeur de l'homme. Voilà. L'intégrité, le respect des textes et s'assumer. Intégrité, respect des textes, s'assumer. On s'arrête là aujourd'hui. Merci à vous, Dr Philippe Néri Couton-Nyon, écrivain, je pense qu'on va s'arrêter là, écrivain, enseignant à l'université Ouagadougou. L'ouvrage est sur le marché burkinabé. C'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pratique de fraude en finances publiques au Burkina Faso. Avant cela, il y a une autre finance publique, le manuel du financier burkinabé. Il y a un troisième qui est sorti. Décidément, c'était... Il ne dort pas du tout. Voilà. Le troisième est également là, et ça s'intitule Finances locales, guide de pratiques budgétaires et comptables des collectivités territoriales au Burkina. Quand on sait qu'au niveau des communes aussi, il y a beaucoup de maires qui finissent en prison. Alors, justement, une dernière question là-dessus. Comment un maire peut ne pas finir en prison après sa gestion? Non, c'est au cours de sa gestion à observer les textes simplement. Il n'a qu'à lire le document, ça peut lui être utile. Ça peut être utile. Merci beaucoup, monsieur Nyon. Merci bien. Merci. Ainsi prend fin l'émission de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.